Sophie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Sa mère, les larmes aux yeux mais le regard dur, venait de lui lancer un ultimatum: renonce à cette folie ou quitte la maison pour toujours. Au lieu de plier, Sophie avait choisi la liberté, emportant seulement un sac à dos et le cœur brisé, laissant derrière elle une famille qui l'effaçait comme si elle n'avait jamais existé. Les rues de Paris étaient impitoyables cette nuit-là. Sophie erra sous la pluie fine, son téléphone vibrant de messages qu'elle ignora. Elle se réfugia dans un café ouvert tard, où elle appela Marie, sa petite amie depuis 6 mois. Ils m'ont jeté dehors, murmura-t-elle, la voix tremblante. Marie arriva en moins d'1 heure, l'enlaça sans un mot et l'emmena chez elle. Un petit studio dans le Marais. Là, pour la première fois, Sophie pleura vraiment, libérant des années de secrets étouffés. Le lendemain matin, la réalité frappa de plein fouet. Sophie n'avait pas d'argent, pas de travail stable, elle était étudiante en littérature à la Sorbonne, dépendante de ses parents. Sa famille, les Dupont, était une lignée bourgeoise conservatrice, le père, un avocat respecté, la mère une femme au foyer pieuse, et 2 frères aînés suivant les traces paternelles. Ils avaient toujours projeté sur elle l'image d'une fille parfaite, destinée à un mariage avantageux. Découvrir son amour pour Marie avait été un séisme. C'est contre nature, avait hurlé son père. Tu nous déshonores. Marie. Elle venait d'un milieu plus modeste, orpheline de mère et élevée par un père ouvrier tolérant. À 25 ans. Comme Sophie, elle travaillait comme graphiste freelance, vivant au jour le jour. Leur rencontre s'était faite lors d'un atelier d'écriture, où leurs regards s'étaient croisés et n'avaient plus lâché. Marie devint le pilier de Sophie dans cette tempête. Elles décidèrent de cohabiter, partageant les factures et les rêves. Mais les appels de la famille ne cessèrent pas, des menaces voilées, des supplications pour qu'elle revienne à la raison. Sophie bloqua les numéros, déterminée à reconstruire sa vie. Les mois suivants furent un tourbillon de survie. Sophie trouva un job de serveuse dans un bistrot du quartier latin, jonglant avec ses cours. Marie l'aidait à réviser tard le soir, leurs discussions dérivant souvent vers des plans d'avenir, voyager, écrire un livre ensemble. Pourtant, l'ombre de la famille planait. Sophie apprit par une cousine que ses parents avaient répandu la rumeur qu'elle avait fugué pour des raisons personnelles, effaçant toute trace d'elle dans la maison familiale à Neuilly-sur-Seine. Photos enlevées. Chambre reconvertie en bureau. C'était comme si elle était morte. Un soir, après une dispute avec un client homophobe au travail, Sophie rentra effondrée. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle à Marie, qui la serra contre elle. « Parce que le monde est cruel. Mais on va le changer. » Petit à petit. Elles parlèrent toute la nuit de la société française, encore imprégnée de préjugés malgré les lois progressistes. Le mariage pour tous existait, mais dans les familles comme celle de Sophie, il était vu comme une abomination. Cette conversation renforça leur lien, mais planta aussi les graines d'une colère sourde en Sophie. Bientôt, les pressions extérieures s'intensifièrent. Le père de Sophie contacta l'université, prétextant une inquiétude pour sa santé mentale, ce qui alerta le doyen. Sophie dut justifier son absence de soutien familial, mentant pour protéger sa vie privée. Marie,
De son côté, subit des regards hostiles de voisins qui avaient vu leurs embrassades. On devrait être plus discrète, suggéra Marie un jour. Mais Sophie refusa. Non. C'est eux qui doivent changer. Un tournant vint lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Sophie y participa pour la première fois, brandissant une pancarte « Amour sans frontières ». Là, elle rencontra d'autres femmes comme elle, partageant des histoires de rejet familial. Cela l'inspira à écrire un blog anonyme sur ses expériences, qui gagna rapidement en popularité. Marie l'encouragea, voyant en cela une thérapie. Mais ce blog attira l'attention indésirable, un frère de Sophie le découvrit et le signala aux parents. La confrontation inévitable arriva par un appel masqué. Sophie. C'est maman. Arrête ces bêtises en ligne. Ou on te coupe tout. Sophie raccrocha, le cœur battant. Ce soir-là, elle décida de ne plus se cacher. Avec Marie, elles planifièrent une vie indépendante, loin des chaînes familiales. Mais au fond d'elle, Sophie sentait une rage grandir. Un jour, elle leur ferait payer cette douleur. Les années passèrent, 2 exactement, marquées par des hauts et des bas. Sophie obtint son diplôme, publia des articles sur les droits queer dans des revues alternatives. Marie lança son propre studio de design. Leur couple s'épanouit. Mais les cicatrices restaient. Sophie évitait Neuilly, ignorant les invitations aux fêtes familiales. Jusqu'à ce qu'un événement bouleverse tout, la mort soudaine du père dans un accident de voiture. L'héritage. Les secrets enfouis. Tout ressurgit. Sophie reçut la nouvelle par un avocat. Votre présence est requise pour la lecture du testament. Elle hésita. Mais Marie insista, vas-y. Pour clore ce chapitre. À la maison familiale, l'accueil fut glacial. Sa mère la toisa, tu oses revenir après ce que tu nous as fait? Les frères murmurèrent des insultes. Mais le testament révéla un choc, le père avait laissé une part à Sophie. Avec une lettre confessant ses regrets. J'ai eu tort de te rejeter. Pardonne-moi. Ce legs inattendu, une somme modeste mais significative, raviva les conflits. La mère contesta, arguant que Sophie ne méritait rien. Les frères s'allièrent à elle, révélant leur propre homophobie. Sophie, blessée mais forte, refusa de se laisser intimider. C'est mon droit, déclara-t-elle. La bataille juridique commença, forçant Sophie à affronter son passé. Au milieu de cela, Marie douta. Et si ça te détruit, demanda-t-elle. Sophie répondit, ça me libérera. Mais les audiences au tribunal exposèrent les détails intimes de sa vie, alimentant les ragots sociaux. Des amis de la famille la jugèrent. La société parisienne bourgeoise murmura. Sophie perdit des contrats d'écriture à cause de la publicité négative. Pourtant, elle persévéra, transformant sa douleur en activisme. Elle organisa des ateliers pour jeunes queers rejetés, gagnant en visibilité. Marie la soutint. Mais la tension monta quand un frère de Sophie contacta Marie en privé, la menaçant de révéler des secrets sur elle pour la faire partir. Marie, choquée, confronta Sophie, ils ne s'arrêteront jamais. Sophie décida alors de contre-attaquer. Elle fouilla dans les affaires familiales, découvrant que son père avait eu une liaison extra-conjugale, expliquant peut-être sa rigidité morale. Révéler cela?
Ou pardonner? Le dilemme la rongeait. La vengeance ou la paix, se demanda-t-elle. La révélation du secret paternel pesa comme une bombe à retardement dans l'esprit de Sophie. Elle en parla à Marie lors d'une promenade le long de la Seine, sous un ciel gris d'automne. Mon père n'était pas le saint qu'il prétendait être. Une maîtresse pendant des années. Des lettres cachées dans son bureau. Marie écouta. Les yeux écarquillés. Et tu vas faire quoi? Le dire à ta mère? Sophie secoua la tête. Pas encore. Mais ça change tout. Leur hypocrisie. Les semaines suivantes. La bataille pour l'héritage s'intensifia. Les avocats de la famille arguèrent que Sophie avait abandonné ses devoirs filiaux, citant son orientation sexuelle comme preuve de déviance morale. Sophie, outrée, riposta avec des témoignages d'experts en psychologie, prouvant que le rejet familial causait plus de tort. Le juge, une femme progressiste, sembla pencher en sa faveur. Mais les audiences étaient épuisantes. Chaque jour, Sophie rentrait vidée, se blottissant contre Marie pour recharger ses forces. Marie, cependant, commençait à craquer sous la pression. Son travail en souffrait, des clients conservateurs annulaient des contrats après avoir vu son nom lié à l'affaire dans les journaux locaux. Je t'aime, Sophie. Mais ça nous détruit, confia-t-elle un soir. Sophie sentit une fissure dans leur relation. On est plus fortes ensemble, répondit-elle. Mais au fond, elle doutait. Était-ce égoïste de poursuivre cette guerre? Un incident accéléra les choses. Lors d'une audience, le frère aîné, Antoine, témoigna contre elle, la dépeignant comme une rebelle ingrate. Elle a choisi son mode de vie contre nous, déclara-t-il. Sophie explosa. Mon mode de vie? C'est mon amour. Pas un choix. Le juge ajourna. Mais dehors? Antoine l'agrippa. Rentre chez toi avec ta copine et laisse-nous tranquilles. Sophie le repoussa, tremblante de rage. Ce soir-là, elle décida d'utiliser le secret. Elle envoya une lettre anonyme à sa mère, révélant l'infidélité du père avec des preuves photocopiées. La réponse fut immédiate, un appel hystérique. Comment oses-tu salir sa mémoire, hurla sa mère. Sophie nia être l'expéditrice. Mais le doute était semé. La famille se fractura, les frères se disputèrent sur la véracité. Marie désapprouva. C'est de la vengeance pure. Ça te rend comme eux. Leur première vraie dispute éclata. Ils m'ont effacé. J'ai le droit de me défendre, cria Sophie. Marie partit passer la nuit chez une amie, laissant Sophie seule avec ses démons. Pour la première fois, elle questionna ses choix. La justice valait-elle la perte de l'amour? Le lendemain, une réconciliation fragile s'opéra. Marie revint. Elles parlèrent des heures. Je te soutiens. Mais promets-moi de ne pas te perdre. Sophie promit. Mais intérieurement, la graine de la trahison germait. Elle contacta un journaliste ami pour un article sur le rejet familial dans la bourgeoisie française, utilisant son histoire comme exemple. L'article parut dans Libération, anonymisé mais reconnaissable. La famille fut exposée. Les amis se détournèrent. La mère, brisée, tenta une approche. Elle invita Sophie à un café. Je veux comprendre, dit-elle. Les yeux rougis.
Sophie hésita mais accepta. La conversation fut tendue, la mère admit ses peurs religieuses. Son éducation stricte. J'ai cru te protéger. Sophie rétorqua, tu m'as détruite. Pour la première fois. Des larmes coulèrent chez les deux. Un pas vers la réconciliation? Ou une manipulation? Pendant ce temps, le plus jeune frère, Julien, contacta Sophie en secret. Je ne suis pas comme eux, avoua-t-il. J'ai un ami gay. Je sais ce que c'est. Il révéla que la mère avait des problèmes financiers cachés. Que l'héritage était vital. Sophie sentit une opportunité, allier Julien contre les autres. Mais était-ce éthique? Diviser la famille pour gagner? La tension culmina lors d'une fête familiale forcée pour l'anniversaire de la mère. Sophie y alla avec Marie, défiant les conventions. Les regards hostiles fusèrent. Des murmures sur cette phase. Antoine confronta Marie, tu l'as corrompue. Marie riposta, l'amour n'est pas une corruption. Une bagarre verbale s'ensuivit. Sophie défendant sa compagne. Elles partirent. Mais pas avant que Sophie lance, vous payerez pour ça. De retour chez elle, Marie exprima ses doutes profonds. Et si on déménageait? Loin de Paris? Recommencer. Sophie refusa, fuir? Jamais. Cette divergence creusa un fossé. Sophie passa plus de temps sur son activisme, négligeant leur couple. Marie se sentit isolée, commençant à voir une amie plus souvent. Un soir, Sophie découvrit des messages ambigus sur le téléphone de Marie. C'est rien, assura Marie. Mais le doute s'installa. Était-ce le prix de sa quête? La perte de confiance? Le tribunal rendit enfin son verdict, Sophie gagna sa part d'héritage. Victoire amère. Car la famille était en ruine. La mère hospitalisée pour dépression. Antoine la blâmant. Sophie se sentit coupable. Mais justifiée. Ils l'ont cherché, se dit-elle. Pourtant, la relation avec Marie battait de l'aile. Une dispute majeure éclata quand Marie admit avoir embrassé son amie lors d'une soirée. C'était une erreur? Dû au stress que tu causes. Sophie. Trahi. Hurla, après tout ce qu'on a traversé. Marie pleura, je t'aime. Mais je ne supporte plus cette guerre. Sophie partit seule. Errant dans Paris comme 2 ans plus tôt. Elle réfléchit à ses choix, la vengeance avait un coût élevé. Réparer avec Marie. Ou poursuivre seule? Seule dans un hôtel bon marché près de la gare du Nord. Sophie passa la nuit à ruminer. La trahison de Marie la poignardait. Mais elle se rappelait ses propres erreurs. Avait-elle poussé Marie à bout avec son obsession pour la justice familiale? Le matin, elle envoya un message, on doit parler. Marie répondit, viens à la maison. La réconciliation fut émouvante. Assises sur le balcon, elles vidèrent leur sac. Marie admit sa faiblesse, j'ai eu peur de te perdre dans cette bataille. Sophie confessa, j'ai été égoïste. Focalisée sur ma douleur. Elles se promirent de prioriser leur couple. De chercher une thérapie. Pour la première fois depuis longtemps, elles firent l'amour avec une tendresse renouvelée, scellant leur engagement. Mais le calme fut de courte durée. La mère de Sophie, sortie de l'hôpital, envoya une lettre, je veux te voir seule. Sophie accepta. Curieuse. Au café. La mère révéla un secret, elle avait elle-même eu des sentiments pour une femme dans sa jeunesse. Réprimée par la société.
J'ai projeté ma peur sur toi. Sophie fut stupéfaite. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? La mère pleura, la honte était trop grande. Cette confession changea la dynamique. Sophie vit sa mère non plus comme un monstre, mais comme une victime du système. Elles commencèrent des discussions prudentes, reconstruisant un lien fragile. Les frères, cependant, restaient hostiles. Antoine organisa une contre-attaque, il contacta des médias conservateurs pour un article dépeignant Sophie comme une opportuniste destructrice. L'article parut, titrant « Fille rebelle détruit sa famille pour son style de vie alternatif ». Sophie fut inondée d'insultes en ligne. Son blog hacké. Marie la soutint. Mais la pression sociale s'intensifia. Des amis les évitèrent, craignant l'association. Sophie perdit un contrat d'édition pour un livre sur les droits queer. Déterminée, Sophie contre-attaqua avec une interview dans un média progressiste, exposant l'hypocrisie familiale. Ma famille m'a rejeté pour qui j'aime, mais cache ses propres squelettes. L'opinion publique se divisa, soutien des communautés LGBT. Condamnation des conservateurs. Cela attira l'attention d'une association nationale, qui lui offrit un poste de porte-parole. Marie, fière mais inquiète, l'a mis en garde, ça va t'exposer encore plus. Sophie accepta le job, voyant une chance d'impact plus large. Elle voyagea pour des conférences, laissant Marie à Paris. Leur relation devint longue distance par moments, testant leur fidélité. Lors d'une conférence à Lyon, Sophie rencontra Élise, une activiste charismatique. Elles partagèrent des histoires similaires. Une connexion se forma. Élise flirta subtilement. Sophie résista mais fut tentée. Marie est mon encre, se rappela-t-elle. Pourtant, le doute persista, et si leur couple était usé par les épreuves? De retour, elle confia à Marie ses tentations. Honnêteté totale, dit-elle. Marie fut blessée mais appréciative. On traverse ça ensemble. Elles décidèrent d'un week-end à la campagne, pour se reconnecter. À la Normandie. Promenade sur la plage. Discussion profonde. Sophie réalisa combien Marie comptait. Mais un appel brisa l'idylle. Julien, le frère, avertit que Antoine planifiait de contester l'héritage en appel, utilisant des preuves fabriquées de manipulation par Sophie. Furieuse, elle rentra à Paris, engageant un détective pour enquêter sur Antoine. Il découvrit des irrégularités fiscales dans son cabinet d'avocat. Révéler cela? Sophie débattit intérieurement. La morale contre la survie. Elle choisit de l'affronter directement. Lors d'une réunion familiale, elle présenta les preuves. Arrête, ou je les rends publiques. Antoine blêmit. Recula. Victoire. Mais à quel prix? La mère, choquée, se rangea du côté de Sophie pour la première fois. Cette alliance inattendue guérit des blessures. La mère invita Marie à dîner. Un geste symbolique. La soirée fut awkward, mais sincère. Je veux apprendre à vous connaître, dit la mère. Marie, touchée, accepta. Pourtant, les ombres persistaient. Élise contacta Sophie pour une collaboration, ravivant la tentation. Sophie refusa poliment. Mais Marie sentit la distance.
Es-tu heureuse avec moi demanda-t-elle. Sophie affirma, plus que tout. Mais intérieurement. Elle questionnait, l'amour survivait-il à tant de tempêtes? Le point de rupture vint lors d'un gala LGBT où Sophie fut honorée. Antoine y apparut. Ivre. Causant une scène, tu as ruiné notre famille. Il la poussa. Marie intervint. Une bagarre éclata. La presse s'empara de l'incident, amplifiant le drame. Sophie, épuisée, envisagea d'abandonner l'activisme. Peut-être qu'on mérite une vie normale. Marie acquiesça. Elles planifièrent un déménagement à Bordeaux pour un nouveau départ. Le déménagement à Bordeaux marqua un nouveau chapitre. Sophie et Marie trouvèrent un appartement lumineux près de la Garonne, loin des tourments parisiens. Sophie travailla comme professeure de littérature dans un lycée progressiste. Marie ouvrit un atelier de design. Leur routine devint paisible, dîner romantique, balade à vélo, amis inclusifs. Mais les échos du passé résonnaient. La mère appelait régulièrement, reconstruisant un lien. Julien visita. Apportant des nouvelles, Antoine luttait avec des problèmes personnels. Peut-être une dépression. Sophie sentit de la pitié, mais pas de regret. Chacun paie ses choix, pensa-t-elle. Un jour, une lettre anonyme arriva. Tu crois avoir gagné? Regarde derrière toi. Inquiète, elles renforcèrent la sécurité. Était-ce Antoine? Ou un athée du passé? Marie paniqua, on n'échappera jamais. Sophie la rassura. Mais engagea un enquêteur. Il découvrit que c'était un ex-collègue d'Antoine, manipulé pour harceler. Confronté. Antoine nia, mais craqua sous pression. J'ai tout perdu à cause de toi, avoua-t-il par téléphone. Sophie répondit, non. À cause de ton intolérance. Ils parlèrent pour la première fois honnêtement, Antoine admit ses peurs. Influencé par l'éducation. Un début de dialogue? Pendant ce temps, Sophie écrivit son livre, un mémoire sur le rejet familial et la résilience queer. Il se vendit bien, apportant reconnaissance. Marie illustra la couverture, scellant leur partenariat créatif. Mais une crise interne surgit. Sophie, lors d'une tournée promotionnelle, recroisa Élise. Une nuit solitaire. Elles burent trop. Un baiser volé eut lieu. Sophie, rongée de culpabilité, rentra et confessa à Marie. C'était une erreur stupide. Marie, dévastée, partit chez sa sœur. Seule, Sophie affronta ses démons. Pourquoi sabotait-elle son bonheur? Thérapie révéla des traumas non résolus. Une peur de l'abandon la poussant à tester les limites. Elle supplia Marie de revenir. Après des jours tendus, Marie accepta. Mais avec condition, thérapie de couple. Transparence totale. Elles travaillèrent dur, reconstruisant confiance. La mère, apprenant la crise, offrit son soutien inattendu, l'amour demande du pardon. Sophie rit amèrement, venir de toi. Un événement familial testa leur progrès, le mariage de Julien. Sophie y alla avec Marie, appréhendant. Antoine s'excusa maladroitement, j'ai eu tort. La mère embrassa Marie sur la joue. Un moment de guérison collective? Pourtant, la société rappelait ses limites. À Bordeaux, des voisins conservateurs murmurèrent.
Un graffiti homophobe apparut sur leur porte. Sophie organisa une manifestation locale, transformant la haine en action. Marie la rejoignit. Leur couple plus fort. Mais un choc final approcha. Marie découvrit qu'elle était enceinte via insémination artificielle qu'elles avaient planifiée des mois plus tôt. Joie mêlée à peur, élever un enfant dans ce monde? Sophie paniqua, et si on répète les erreurs de ma famille? Elles débattirent des nuits entières, éducation inclusive, protection contre les préjugés. Cela renforça leur engagement, mais raviva les doutes de Sophie sur sa capacité à être parent. La grossesse de Marie apporta une lumière nouvelle, mais aussi des tensions inédites. Sophie, anxieuse, surprotégeait, craignant que leur passé ne hante l'enfant. On sera différente, assurait Marie. Mais Sophie revivait ses traumas nocturnes. La famille réagit variément. La mère, excitée pour un petit enfant, offrit aide. Antoine resta distant, Julien célébra. Lors d'une visite, la mère confia, j'espère que cet enfant guérira nos blessures. Sophie hocha la tête, espérant. Mais un scandale éclata, un tabloïd révéla le baiser avec Élise. Via une source anonyme. Probablement Antoine? Vengeur. Sophie fut accusée d'hypocrisie dans son activisme. Son livre critiqué. Des conférences annulées. Marie. Blessée à nouveau? Questionna, a-t-il d'autres secrets? Sophie nia. Mais la confiance ébranlée mena à une séparation temporaire. Sophie resta à Bordeaux. Marie alla chez sa sœur à Paris. Seule, Sophie affronta la presse. Défendant son humanité, les erreurs ne définissent pas l'amour. Pendant ce temps, elle enquêta, c'était Élise. Jalouse. Qui avait leaké. Confrontée. Élise s'excusa, je t'aimais. Sophie coupa les ponts. Apprenant la leçon des alliances toxiques. Marie revint après réflexion, on a traversé pire. Elles se marièrent discrètement à la mairie de Bordeaux, scellant leur union. La mère assista. Un pas géant. L'enfant naquit. Une fille prénommée Louise. Joie immense. Mais défi, nuit blanche. Équilibre travail-famille. Sophie quitta l'activisme public pour se concentrer sur l'écriture à domicile. Marie reprit le design part-time. Des années plus tard, Louise grandit dans un foyer aimant, consciente des luttes parentales. Sophie observa sa famille évoluer, la mère-grand-mère attentive, Antoine oncle réformé, Julien allié. Pourtant, des cicatrices persistaient. Lors d'un dîner familial, un débat sur les droits queer éclata. Antoine glissa une remarque conservatrice. Sophie riposta. La paix fragile. Sophie réfléchit à son parcours, rejet. Vengeance. Pardon. Avait-elle bien agi? La famille paya. Mais elle aussi. Et vous? Lecteur? Pensez-vous que la vengeance justifie toujours les dommages collatéraux?